Bonjour, aujourd'hui on va voir le chapitre 4. On va parler des réseaux commutés. Dans le fond, au niveau des commutateurs, les switches. Le chapitre 4, c'est le début d'une suite de chapitres qui va inclure, si on regarde ici au niveau de notre académie, il va inclure 3 chapitres: la configuration des commutateurs et ensuite les VLAN et le routage inter-VLAN. Donc, ce chapitre-là est comme la pierre angulaire, le début euh, de l'exploration au niveau des commutateurs dans ce cours-là. Fait qu'on va débuter avec la conception des LAN. On va expliquer comment les réseaux commutés répondent aux besoins des PME et des entreprises. Comment, avec le temps, on s'est ramassé avec un réseau convergé où la voix, les données se sont ramassées dans le même réseau. Puis on va décrire comment on fait un petit réseau de petites ou moyennes entreprises. Ensuite, on va parler d'un peu de l'environnement commuté, comment ça fonctionne au niveau de la transmission des paquets sur le LAN en question. Parler premièrement de la conception des VLAN, mais on parle souvent de téléphonie IP maintenant. On parle de même de téléphone avec des écrans, donc de vidéo, ou au niveau des vidéoconférences aussi. On va explorer ça tranquillement. Vous voyez ici, dans le fond, on parle que maintenant, avant, on avait juste un réseau pour les données, et tranquillement, pas vite, on s'est ramassé avec la vidéoconférence et tout. Avant, on avait 3 câbles distincts dans une maison, souvent. On avait le vidéo, on avait la téléphonie, on avait le data sur un autre réseau. Maintenant, tout est convergé, tout est à l'intérieur du même fil. Donc, à partir de là, on va se ramasser qu'on va avoir des défis au niveau de la gestion de ces données-là. Quelles données sont prioritaires? Est-ce qu'un transfert de fichiers est prioritaire sur un transfert de voix ou un transfert vidéo? C'est là qu'on va se ramasser plus tard à parler de qualité de service, du QoS, en fonction du type de paquet. Donc, un administrateur réseau va avoir à gérer ce type de choses-là. Cisco a créé ce qu'on appelle un borderless network, dans le fond un réseau sans frontières ici. Comment séparer un réseau d'entreprise pour être capable qu'il soit modulaire? Fait ici, on a un exemple, ici où est-ce qu'on a un petit campus avec des blocs de services, un data center, ici un campus moyen, où est-ce qu'on a à peu près la même chose, mais vous voyez ici que tout est répliqué. Et ici, on a des commutateurs d'accès, des commutateurs de distribution, en plus de notre bloc de service, notre data center. Fait que tout ça, comment est connecté sur le campus de plus grande taille, où on a encore le data center, les blocs de service. Tout ça connecté à travers un WAN, un réseau étendu, qui est souvent appelé aussi des lease lines. Ici, on voit aussi le réseau de téléphonie publique, commuté. Dans le fond, tout ce qui est voice. Et ensuite, après, bien souvent, on a une représentation où est-ce que la compagnie, ces petits campus et ces grands campus sont reliés à l'Internet via une périphérie d'Internet où on voit, bien entendu, qu'il y a un pare-feu ici et des modules pour détecter des intrusions ici. Fait que la hiérarchie proposée par Cisco, dans une conception comme ça, comprend souvent 3 couches. La couche d'accès où les PC, dans le fond, les usagers sont connectés. Ensuite, une couche de distribution et une couche centrale, le cœur de réseau. Dans une petite PME, souvent, on va parler d'une conception à 2 niveaux où le cœur de réseau et la distribution sont regroupés ensemble. Okay? Fait on voit ici une représentation de plusieurs bâtiments d'une compagnie où les commutateurs à accès sont tous reliés à une distribution, un commutateur de distribution, et vers le cœur sont tous reliés vers le cœur. Comme ça, on a quelque chose que, dépendamment du marketing, quelquefois peut peut-être avoir des informations à aller chercher au data center et vice-versa. On voit qu'ici, ben, les flots de données sont
sont calculés en fonction des usagers. Fait qu'on a nos 3 couches ici. Donc, on voit ici une autre couche où est-ce que vous voyez, comme je disais tantôt, les usagers, comme les PC avec les téléphones, sont sur la couche d'accès. Les imprimantes aussi sont sur la couche d'accès. Ça, c'est la couche d'accès. Et pour se promener d'une couche à l'autre, supposons que le PC1 veut parler au PC2, il doit passer par sa couche d'accès, la couche de distribution qui redescend. Ici, au niveau de la couche de distribution, on va pouvoir peut-être mettre des règles, des access lists qui vont dire, OK, est-ce que le trafic peut se promener d'un LAN à l'autre, etc., etc. Fait que ça nous permet justement d'être modulaire, mais aussi de mettre à différents endroits. On veut peut-être pas mettre au niveau accès tout ce qui s'appelle filtrage, mais on peut peut-être mettre au niveau distribution ces filtrages. Dans les réseaux commutés, effectivement, il va y avoir plusieurs types de commutateurs. Ici, on voit les commutateurs qu'on voit souvent au lab, des commutateurs qu'on appelle avec configuration fixe. En d'autres mots, le nombre de ports, comme ici 24 ou 48, avec des ports qu'on appelle souvent des uplinks, sont définis en usine. Donc, quand tu achètes ici, supposons, 24 ports, tu peux pas le lendemain matin dire, ah, OK, je vais rajouter ici un autre 24 ports. C'est soit que tu achètes ça, soit tu achètes ça. Tu n'as pas la possibilité de changer la configuration. Certains autres types de commutateurs sont ce qu'on appelle des commutateurs modulaires. Parce qu'un châssis, ça veut dire qu'on a une boîte en métal qui peut accueillir différents types de câbles. Vous voyez ici, la famille Cisco a plusieurs types de plateformes modulaires. Si on regarde ici la famille 4500 de Catalyst, on voit qu'il y a des power supply modulaires où est-ce qu'on a une redondance ici au niveau de l'alimentation et on a de la place pour plusieurs types. Ici, on pourrait mettre, vous voyez ici des 48 ports, on pourrait en mettre 1, 2, 3, 4, 5. On pourrait mettre 5 fois 48 ports qui pour un total de 2400 ports, pas 2400 ports, excusez-moi, mais vous pouvez 48 fait dans le fond fois 5, c'est beaucoup de ports, on parle plutôt de 4, de l'équivalent de 240 ports sur une switch, qui est quand même beaucoup, ok. L'avantage avec ça, c'est que ça agit aussi comme une switch unique, un commutateur unique, puis on peut faire ce qu'on veut, on peut mettre des ports optiques ou des ports RJ45, catégorie 5 ou 6, fait que ça nous permet d'être beaucoup plus versatile. Si on a beaucoup de personnel, supposons on travaille dans un centre téléphonique, on a besoin de beaucoup de ports. La famille 6005 nous permet justement d'aller beaucoup plus loin. On voit qu'ici, il y a une dizaine de cartes possibles qu'on peut changer, soit optique ou autre. Fait que ça permet de faire beaucoup de choses. Sinon, on a un intermédiaire, OK, où est-ce qu'on a des commutateurs empilables avec un câble à l'extérieur, ici comme ça, où est-ce que dans le fond, on appelle ça en anglais souvent daisy chainé. On fait comme un réseau en arrière. Ça nous permet, si on retourne un peu en arrière, souvent pour relier des commutateurs, on va prendre ici les ports 1 gig, okay, des ports à gigabit, pour les relier ensemble. Ou des fois, ben, dépendamment de la qualité, on peut même avoir les ports 10 gig, mais c'est quand même, on s'est fait des ports 10 gig pour connecter comme deux commutateurs ensemble. C'est quand même deux commutateurs distincts, ils n'agissent pas comme un commutateur séparé. Tandis que quand on arrive ici dans les commutateurs empilables, ben, ici le commutateur, vous voyez ici il y a 4 commutateurs, ben, ils vont agir pareil comme si c'était un seul commutateur. Et en plus, dépendamment de la famille, comme les 37050 ici, ici on a 16 gigabits par direction pour un total de 32 gigabits, qui est quand même l'équivalent de 3 ports à 10 gigabits, donc ça fait quand même des uplinks beaucoup plus rapides. Vous voyez ici aussi, il y a la technologie où est-ce qu'on peut avoir au niveau de l'alimentation quelque chose de redondant, où est-ce que en plus d'avoir
l'alimentation ici avec du 110 volts AC, on pourrait avoir du 24 volts ici DC qui est relié ici pour justement avoir un backup, là, dans le fond, de la redondance. Vous voyez ici au niveau de la famille Catalyst 3850, on a encore le même phénomène de Stackwise, mais qui va être plus rapide, qui va être ici, je me rappelle bien, à 160 gigabits. Et en plus, on a la redondance avec le Power Stack pour l'alimentation. On a 2 Power Supply par commutateur, ok, 2 alimentations. Mais en plus, si jamais ici, le dernier ici perd ses 2 alimentations, ben, il va pouvoir aller chercher l'alimentation des autres commutateurs. Fait qu'on voit ici que c'est une manière d'être redondant sans aller vers plus des familles ou est-ce que c'est des châssis. Fait que ça fait le tour des facteurs de forme. Si on regarde au niveau des commutateurs, comment ça fonctionne, vous vous rappelez, dans le fond, les commutateurs prennent des décisions sur les MAC adresses. Donc, la MAC adresse destination, c'est elle qui est importante. OK, fait que c'est comme ça. Fait qu'un commutateur à l'intérieur de son système, il y a une table de correspondance des MAC adresses. Fait que c'est comme ça qu'il va pouvoir transmettre les trames Ethernet d'un port à l'autre. Tout ça est fait à l'intérieur par ce qu'on appelle une CAN table. OK? Fait que c'est une mémoire adressable en fonction du contenu. OK? Ça, ce que ça veut dire, c'est que c'est un hardware, c'est quelque chose qui va très vite. En d'autres mots, aussitôt qu'on connaît l'adresse de destination, on fait une comparaison et à l'intérieur d'un cycle d'horloge, on a l'information sur la destination, quoi faire avec le paquet. Souvent, on va entendre parler de CAM ou de TCAM. C'est vraiment une partie hardware pour, si on fait une correspondance avec le software, c'est pas une recherche séquentielle où est-ce qu'on compare adresse par adresse jusqu'à temps qu'on trouve la bonne. Ici, après un coup d'horloge, on a notre information. Est-ce que c'est connu ou pas? Fait que pour voir la MAC adresse, pour voir les MAC adresses à l'intérieur d'une table, ben, on peut le faire avec la commande show MAC address table, okay, puis voir la MAC adresse en fonction de plusieurs critères. Fait qu'on peut dire, OK, je veux avoir l'adresse, je veux voir ceux qui sont dynamiques ou je veux voir ceux par VLAN. Ici, j'ai préparé un packet tracer qui va nous permettre de voir cette information-là. Vous voyez ici, dans le fond, j'ai créé avec Packet Tracer 4 sous-réseaux avec des VLAN séparés, okay, toutes reliées avec un commutateur. Fait que ça nous permet de voir, OK, comment la MAC address table ici va être produite. Donc, on devrait avoir 24 entrées quand les paquets des différents PC vont passer au travers. Fait qu'on va aller voir justement qu'est-ce que ça a l'air la MAC address table présentement. Fait qu'on peut faire un show MAC. OK? Fait que ici, on peut avoir soit MAC address table ou, dépendamment des versions, MAC après avec MAC address table. Dans ce cas-ci, ici, c'est tout dans un mot. Vous voyez ici que j'ai juste une entrée présentement parce que j'ai mis une entrée statique. OK? Fait que, vous voyez ici, le type, c'est marqué statique. C'est pas dynamique, c'est quelque chose qu'on fait quelques fois où est-ce qu'on rentre une adresse. Vous voyez ici dans le VLAN 50, j'ai entré une adresse fixe pour un serveur. Quelquefois, on fait ça pour que, justement, il n'y ait pas de délai au niveau de l'apprentissage de cette adresse-là. Donc, si on fait un peu de trafic entre les différents PC, on va voir qu'avec ça, on va être capable de populer la MAC address table. Vous voyez ici que, dans le fond, j'ai mes 6 MAC adresses qui ont été apprises de manière dynamique à l'intérieur de ma MAC address table pour ce sous-réseau-là. Je fais la même chose avec le deuxième sous-réseau ici. Dans le fond, quand je dis sous-réseau, c'est que
quand on sépare les PC dans différents VLAN, c'est pareil comme si on avait virtuellement à l'intérieur de ce commutateur-là 4 petites switches qui sont séparées sur des VLAN séparés. Donc un paquet sur 20 ne peut pas au niveau layer 2 aller parler avec un PC au niveau du VLAN 10 par exemple. Vous voyez, donc j'apprends de manière dynamique des MAC adresses en fonction de ça. On va faire ça on va compléter pour tous les autres PC. On va fait que là, je fais des pings dans le fond entre les différents PC. Et on va voir les 24 ports par lesquels les MAC adresses ont été apprises. On voit ici que pour le VLAN 10, le VLAN 20, le VLAN 30, le VLAN 40 et le VLAN 50 qui est l'adresse statique, qu'on est capable de voir ça. Au niveau de Packet Tracer, quand on regarde, on peut dire je veux juste les dynamiques. Okay? À partir de là, l'entrée statique ne sera pas visible. Surtout quand on recherche, quand on a un réseau assez grand, ou on est dans une switch de distribution, un commutateur de distribution. Des fois, ça nous prend justement des outils comme ça où est-ce qu'on peut dire, OK, je vais aller voir par interface. Quelle interface, qu'est-ce que j'ai appris sur l'interface F0/1. OK, fait que là, ça nous donne notre entrée. Fait que c'est une possibilité de savoir, OK, ben, telle MAC adresse, ça vient de quelle interface. Fait que ça nous permet justement de voir comment fonctionne la MAC adresse table. OK. Au niveau des autres possibilités, on peut aussi effacer la MAC adresse table si on veut. On peut dire, OK, ben, à partir de là, je vais faire un réapprentissage de toutes les MAC adresses. Pour exemple, j'ai joué avec la configuration, j'ai connecté, déconnecté des ports. Donc là, à partir de là, je vais pouvoir effacer la MAC adresse table. Et à partir de là, ben, la MAC adresse table est maintenant vide. Et je suis prêt à réapprendre des nouvelles adresses. Donc ça fait partie des possibilités. Vous voyez ici, ça c'est un exemple où est-ce que où est-ce qu'il y a plusieurs MAC adresses qui sont apprises sur la même interface. Vous voyez que G0, G103 a appris 1, 2, 3, 4, 5, 6 MAC adresses sur son port. Fait que peut-être que c'est une switch de distribution où est-ce que plusieurs PC passent par la même couche d'accès et après ils sont visibles à ce niveau-là. Quand on parle de commutateur, on parle aussi souvent de la méthode, comment que les paquets sont enregistrés et traités à l'intérieur. Quand on parle de traiter à l'intérieur, c'est si on se rappelle au niveau d'une trame, OK, on se rappelle qu'il y avait un préambule pour la synchronisation, l'adresse de destination, etc. Et à la fin, on se ramassait aussi avec ce qu'on appelait le CRC32 ou le Frame Check Sequence, qui vérifiait que est-ce que le paquet avait été transmis sans erreur. Donc, quand on parle de code true versus store and forward, justement, on va se ramasser à parler du fameux CRC. Store and forward, l'avantage, c'est que quand on reçoit le paquet au complet, donc on attend d'avoir reçu le paquet au total, c'est-à-dire entièrement, avant de le retransmettre. Okay? Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est s'assurer que le FCS, donc le CRC32, est correct, dans le fond, est valide. Donc, à partir de là, on sait qu'il n'y a aucune transmission. Si on parle du code true, ben, le code true, ben, lui, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il va regarder la MAC adresse destination, donc le minimum qu'il peut comprendre, et ensuite, il va transmettre le paquet basé sur cette information-là. Donc, il va commencer à transmettre sur le port de sortie avant d'avoir calculé le CRC32 sur ce paquet-là. Fait qu'il pourrait se ramasser à transmettre des paquets avec erreur. Okay? Donc, le Start Forward, sa méthode permet justement de rechercher les erreurs de FCS. Au niveau de la mémoire, c'est mis en tempo. Donc, un des désavantages, c'est ralentir le processus de transfert.
Fait que si ça prend quelques microsecondes pour recevoir complètement le paquet, ben c'est des microsecondes qui se rajoutent sur le transfert du paquet d'un élément réseau à un autre. Le code trou, ben lui, ben, il n'y a pas de contrôle. Fait que son désavantage, il n'y a pas de contrôle. Mais comme il est super rapide, euh, la latence totale, c'est-à-dire le temps qu'un paquet se promène d'un élément réseau à un autre, ben, il va être réduit. OK? Fait que ça, c'est la différence entre store and forward et code trou. Fait que ça, beaucoup d'appareils sont code trou au niveau du cœur de réseau. Tandis qu'au niveau accès, souvent, on va y aller avec du store and forward. Au niveau de comment les paquets, avec l'évolution, on a vu dans le premier cours qu'on avait ce qu'on appelait des hubs et après des commutateurs. Bien entendu, les hubs nous obligeaient à transmettre de manière semi-duplex ou half-duplex, ce qui faisait que on pouvait mettre plusieurs personnes sur le même fil, mais ça avait des avantages. On était obligé de, s'il y avait quelqu'un de transmettre, d'attendre. OK? Au niveau de. Ça faisait que ça pouvait prendre beaucoup plus de temps. Et en plus, comme c'était le même fil, on avait ce qu'on appelait des collisions. Au niveau de l'auto-négociation, quand on a commencé à passer à full duplex et avec des systèmes de commutateurs, on a implémenté ce qu'on appelle un protocole d'auto-négociation qui nous permettait de négocier soit le mode de duplex ou aussi la vitesse. Ici, dans l'exemple, vous voyez que PCA négocie avec le commutateur sa vitesse. Ce qui dit qu'il est capable de faire du semi-duplex et du duplex intégral, donc du full duplex. Et il est capable de dire aussi qu'il est capable de faire du 10 ou du 100 mégabits. Vous voyez qu'ici, après la négociation, ils vont essayer de faire ce qui est le mieux pour les deux. Donc, ils vont aller toutes les deux en duplex intégral, c'est-à-dire en full duplex parce que les deux le supportent. Et ils vont prendre la vitesse la plus rapide que les deux supportent, ils vont aller à 100 mégabits. Les deux disent c'est quoi leur capability, qu'est-ce qu'ils sont capables de faire. Et à partir de là, ils vont prendre le plus haut dénominateur commun pour fonctionner. Quand on parle de hub, souvent aussi on parle de domaine de collision. Où est-ce que plusieurs personnes, comme ici, vous voyez ici un hub, plusieurs personnes vont pouvoir transmettre en même temps et il peut y avoir des collisions à cause de ça. Tandis que quand on parle d'un commutateur, les domaines de collision sont par interface. En d'autres mots, on définit qu'un port de commutateur avec un PC, les deux objets sont dans le même domaine de collision, mais PCA n'est plus dans le domaine de collision de PCB. Dans le fond, ça représente l'étendue où est-ce qu'il peut avoir le domaine de diffusion ou le domaine de collision dit OK, c'est où que la chose peut arriver. Ici, on parlait d'un domaine de collision, ici aussi. On peut aussi parler de domaine de diffusion. Okay? Le diffusion, ça veut dire quand j'ai un broadcast ou un multicast, où est-ce qu'il peut se rendre? Okay? Fait que là, c'est là qu'on voit qu'avec un hub puis des switches, okay, le domaine de collision va être étendu. Okay? Puis où est-ce que, dans le fond, l'inondation de paquets va se produire. Fait que pour illustrer tout ça, j'ai fait deux paquets de tracers. Okay? Le premier ici, le hub, c'est pour vous montrer un peu le domaine de diffusion, comment qu'un paquet peut se propager. Fait qu'on va aller en simulation, puis on va regarder comment que on va augmenter un peu la vitesse. J'ai mis, vous voyez, les ICMP. Puis on va voir un peu comment que le paquet peut être propagé à l'intérieur du système. OK? On va faire ce qu'on a un ping -t pour qu'il soit en continu. Puis on va passer de 0.10 à 0.19. Donc, on va faire un ping 192.168.1.19. Puis on va voir comment ça va se propager au niveau système. Ping, excusez. C'est parti. On voit ici que
À chaque fois que le PCA transmet un paquet, ça se propage partout. Le PCJ ici le reçoit et fait la réponse. OK, fait qu'on voit les réponses ici rentrer. Mais à tous les paquets, même si l'adresse MAC est maintenant connue de PCJ, on voit ici qu'il y a de transfert. Fait qu'un hub transfère toujours tous les paquets. Donc, on se ramasse avec un paquet de trames Ethernet qui sont propagées de manière inutile. Le echo request est transféré à tout le monde et le echo reply, dans le fond, la réponse est propagée aussi à tout le monde. Fait qu'on voit que c'est vraiment pas efficace. Tous les PC sont obligés de traiter des paquets qui sont inutiles. Si on fait la même chose, mais avec un commutateur, ok, vous voyez ici, j'ai fait un packet tracer pour qu'on voit le même réseau, mais avec un commutateur. Si j'ouvre PCA et je fais la même chose, je fais la même expérience, ok, où est-ce que je fais ping-t 192.168.1.19, ok, on voit que PCJ répond. Si on va en mode simulation, où est-ce qu'on va accélérer un peu les choses, ok, on peut voir que le paquet est transféré d'un PC à l'autre sans que, ben, il y a d'autres paquets qui passent, bien entendu, mais on voit que les pings, dans le fond, les call request reply, se promènent juste en haut. Donc, on voit l'économie. Donc, PCC, PCD pourraient discuter ensemble sans être impactés par les paquets de PCA, PCJ. Fait que ça va être important de comprendre la notion différente entre le domaine de collision et le domaine de diffusion. Parce que quand on va parler de DHCP, on va savoir est-ce que la requête DHCP, jusque où elle arrête. Puis vous voyez que ici, si supposons ici j'avais une demande DHCP, ben, elle arrêterait ici au routeur. Donc le routeur bloque les requêtes DHCP, étant donné que c'est un broadcast domaine, un domaine de diffusion. Ça se rapporte juste à ce côté-là, ou ici, tout l'autre côté. Fait que vous voyez ici qu'on a deux domaines. On a des domaines de collision et on a des domaines de diffusion. Donc, bien entendu, avec les exercices qu'on a vus, au niveau de l'encombrement, le commutateur, au niveau de l'encombrement des paquets, ça veut dire que tous les paquets sont dérangés, tous les PC sont dérangés ou pas par les paquets. On voit que les commutateurs aident beaucoup avec ça. Bien entendu, on a vu aussi qu'ils ont une grosse quantité de parts. On peut avoir sur un format 1U, on peut avoir 48 parts. Ça fait qu'on a une bonne densité de parts. Fait que c'est ça que dans le fond, en résumé, qu'on voulait voir. On voulait voir que le commutateur pouvait nous servir dans notre réseau convergé où est-ce qu'on a de la voix, du vidéo et des données qui se propagent. Okay. Au niveau de l'architecture sans frontières, on a vu on avait des systèmes avec des commutateurs accès, des systèmes avec une couche distribution puis une couche cœur de réseau. Fait qu'après ça, on va pouvoir donner à chacune de ces couches-là des rôles précis au niveau de la qualité de service, mais aussi au niveau de la sécurité entre les LAN, etc., etc. On a vu aussi que les commutateurs pouvaient soit emmagasiner complètement les paquets avant de les transmettre, donc de vérifier en plus le frame check sequence. Mais on a vu aussi qu'il y avait des méthodes code-trou qui pouvaient permettre aux paquets de se propager plus rapidement à l'intérieur du réseau. Fait que j'espère que vous avez apprécié cette présentation. Fait qu'on va se revoir dans les prochaines vidéos pour faire des exercices qui sont reliés à ces notions-là. Merci.